Salut tout le monde, c'est Naïm pour mamethodo.fr. Aujourd'hui, une vidéo spéciale. Je vais te proposer de revoir tout le programme de droit pour préparer le bac en droit économie STMG. Alors, juste une chose, je précise, ça va pas être possible en une vidéo, tu l'imagines bien, de voir la totalité du programme en détail, mais en tout cas, on va essayer de parcourir au travers de cette vidéo-là les bases pour que au moins, tu comprennes ce dont il est question dans les questions. Ok? Donc du coup, on va passer sur le PC, je vais projeter un traitement de texte et je vais te faire une démonstration, en tout cas un récapitulatif de cours comme je le fais moi en cours avec mes élèves. Du coup, ça va être une vidéo qui va être un petit peu longue, mais encore une fois, j'insiste bien, on va pas pouvoir dans cette vidéo-là aller vraiment dans le détail. On va essayer de survoler le programme et de s'arrêter sur les notions qui sont absolument essentielles et sur lesquelles tu peux absolument pas passer. Et du coup, je te propose de venir tout de suite de l'autre côté. Avant de commencer, si cette vidéo t'a plu, un petit pouce bleu, un petit abonné, un petit partage, ça fait plaisir, ça permet de faire vivre la chaîne et puis ça me motive à continuer ce genre de vidéos. Et puis je te dis à tout de suite. Ah ouais, et bon courage. Bien. Alors, bienvenue à toi pour cette révision express. Je sais pas si on va pouvoir faire tous les thèmes parce que l'idée c'est pas non plus de faire quelque chose d'indigeste et de super long, d'accord. Je préfère m'attarder sur des choses que je considère importantes et que tu les comprennes plutôt que de me dire je fais tout le programme comme ça c'est fait et qu'au final tu retiennes pas grand chose de cette vidéo. N'hésite pas à mettre pause et à revenir à cette vidéo quand tu le souhaites, mais voilà, tranquille. Ok, donc on va commencer par le thème relatif au contrat et on va aborder le chapitre 1 du thème 5, à savoir la formation du contrat. Hop, est-ce que il n'y a pas une police un petit peu plus jolie que ça? Hop, je sais pas. Allez, on va mettre Times New Roman. Voilà, c'est plus joli. Ok, alors, déjà un contrat, qu'est-ce que c'est? Un contrat, il faut que tu retiennes cette définition, c'est comme ça, d'accord? Il y a des choses que tu dois retenir par cœur. Cette définition-là en fait partie, donc c'est un accord de volonté, d'accord? Donc c'est un accord entre deux ou plusieurs personnes. Je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Destiné à 4 choses, d'accord? Et ces 4 choses-là, tu vas les retenir. Et je vais te donner un exemple. Créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, d'accord? Donc, c'est un accord de volonté, d'accord? Un contrat, qu'est-ce que c'est? C'est un accord de volonté entre ou un accord, tout simplement. Mais bon, si on revient à la définition du code civil, c'est bien, tu vois, quelque part. Je te mets pas le titre, le numéro d'article, tout ça. Donc, c'est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Je te donne un exemple très concret. Imagine ton forfait téléphonique, d'accord? T'as un forfait téléphonique. Ok, et tu vas voir, je sais pas moi, je sais rien, je dis au hasard Orange, voilà, et tu dis Orange, finalement, moi j'aimerais bien avoir un forfait avec SMS illimité et appel illimité. Ça va être quoi ton obligation? Ton obligation, ça va être de payer ton abonnement. Et l'obligation de ton fournisseur, ça va être quoi? Ça va être de te donner accès à Internet et aux services qu'il te propose. Donc ça crée des obligations. Toi, tu es obligé de payer et lui, il est obligé de te donner le service qu'il te doit. Ok? Rien de compliqué jusque-là. Le contrat, ça peut être aussi un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à modifier des obligations. Par exemple, t'en as marre de ce forfait-là parce que t'as que 4 gigas et t'aimerais bien avoir 10 gigas de forfait Internet de données par mois. Et du coup, tu vas modifier ce contrat. Donc, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que toi, tu payes un prix différent, donc tes obligations ont été changées, et que Orange te donne d'autres services que celui que tu avais au préalable. Donc, on voit que le contrat peut être modifié, d'accord? Donc, les obligations peuvent être modifiées. Également, transmettre. T'en as marre de ce forfait-là, et tu veux le donner à ta petite sœur ou à ton petit frère, d'accord? Le contrat, ces obligations-là du contrat peuvent être transmises à quelqu'un, d'accord? Donc un contrat, ça peut être aussi ça, ok? J'en ai marre de mon forfait, je le transmets à quelqu'un d'autre. Et enfin,
t'en as complètement marre d'Orange parce que ça fonctionne pas. C'est pas ce que je dis, hein, je te donne un exemple, voilà. Je suis pas chez Orange, enfin bref. Et du coup, tu veux éteindre ces obligations-là. Alors, le contrat permet ça. Donc je répète, le contrat, qu'est-ce que c'est? C'est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes. Des fois, dans des contrats, il y a plus que deux personnes, destiné à créer. Donc là, je veux un forfait téléphonique. Modifier, je veux plus de gigas. Transmettre, je veux le donner à quelqu'un parce que j'en ai marre. Ou éteindre, je vais mettre dans une autre couleur, ou éteindre des obligations. Une fois que tu sais ça, tu sais déjà pas mal de choses sur le contrat, d'accord? Donc, le contrat, on va à l'essentiel. Je te le dis, normalement, je dois te parler des principes fondamentaux du contrat. Alors, je te les donne là, maintenant. Mais je ne vais pas te les expliquer parce que j'aimerais bien t'expliquer autre chose. Donc, il y a 4 principes fondamentaux au contrat. On a la liberté contractuelle, d'accord, c'est-à-dire que chacun est libre de contracter. L'effet relatif, du contrat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les obligations des contrats, d'un contrat, elle est créée qu'entre les parties au contrat. Un tiers, une personne extérieure, peut pas venir prétendre à jouir d'une obligation ou jouir d'un contrat, d'accord? Les contrats ne concernent que ceux qui l'ont signé, ok? La force obligatoire, qu'est-ce que c'est? C'est que les parties s'engagent à exécuter le contrat. Par exemple, toi, quand tu signes un contrat chez un opérateur téléphonique, tu t'engages à payer ta facture. Et l'opérateur téléphonique s'engage à te couvrir et te donner le service qu'il doit te donner. Et enfin, le dernier, c'est la bonne foi, d'accord? La bonne foi, on considère que un contrat, lorsqu'il est signé, lorsqu'il est formé, les parties sont de bonne foi, c'est-à-dire qu'elles ont un comportement loyal, d'accord? Je rentre pas dans le détail, voilà, je te les ai expliqués. Par contre, on a des conditions de validité au contrat. Alors, du contrat plutôt. Voilà. Alors, le contrat, pour être validé, il y a plusieurs conditions. La première condition, c'est ce qu'on appelle le consentement. Le consentement, voilà. Le consentement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que les personnes, les parties au contrat, sont d'accord pour contracter. Elles n'ont pas été forcées. Justement, on va parler après de tout ça, d'accord? Donc, la première condition, c'est qu'il faut avoir le consentement, ok? La deuxième, c'est la capacité à contracter, d'accord? La capacité à contracter, c'est-à-dire que, je vais pas dans le détail, mais imaginons une personne qui aurait des problèmes mentaux. On considère qu'elle n'a pas la capacité à contracter, d'accord? Également, ça peut être aussi des mineurs, par exemple, d'accord? Ensuite, la troisième condition, c'est que l'objet du contrat est certain. Si, je sais pas, moi, demain, je vends une voiture, par exemple, j'en sais rien, ou j'achète une voiture chez un concessionnaire, on doit être certain que le concessionnaire va me donner une voiture, ok? On va pas dire, oui, je vous achète quelque chose de votre concession. Que ce soit une moto, un service après-vente, je sais pas moi, un forfait au garage. Non, on doit être certain de l'objet du contrat. Et enfin, l'objet du contrat, l'objet est licite. On peut pas vendre de la drogue, par exemple. On peut pas vendre des armes, on peut pas vendre un rein ou ce genre de choses, d'accord? Ça n'existe pas, ok? Donc, les conditions de validité du contrat, c'est celle-ci. Donc, on a le consentement, on doit être... Je mets des couleurs, je mets toujours des couleurs, parce que ça facilite la mémorisation. Mes élèves adorent ça, donc voilà. Alors, le consentement, donc on doit être d'accord. La capacité à contracter, d'accord. Capacité, tu penses à un biceps, ok. Je peux faire des choses, ok, super. Tu peux avoir ton bac, t'inquiète. L'objet doit être certain, donc on doit être sûr de l'objet. Et enfin, il doit être licite. Attention, on peut pas vendre n'importe quoi, ok. Ça, ce sont les 4 conditions de validité du contrat. Par contre, maintenant, on va parler des vices au contrat. Alors, on va parler de vice de consentement, d'accord? C'est-à-dire que lorsqu'on a un vice de consentement, le contrat devient nul, d'accord? Devient nul, ok? Devient nul. Et on a 3 vices de consentement. On a 3 choses qui peuvent entraîner la nullité du contrat. Le premier vice de consentement, c'est ce qu'on appelle on va mettre, je sais pas moi, l'erreur.
Bon, alors on va commencer par l'erreur. Tu sais quoi, je vais te donner les trois et je vais te les expliquer. Donc on a l'erreur, et là ça te dit peut-être quelque chose. Ensuite on a le dol, et ensuite on a la violence. Alors, comment on retient le dol? Parce qu'on va faire comme ça sera plus simple. Hop. Comment on retient le dol? Bah après D, c'est E, d'accord? Donc là tu as D, et là tu as la lettre d'après E, ok? Donc le dol, et ensuite tu as l'erreur, d'accord? Et enfin la violence, ok. On va commencer par l'erreur, d'accord? Je vais t'expliquer l'erreur maintenant. L'erreur, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un élément du contrat sur lequel on s'est trompé, d'accord? Je sais pas, moi, par exemple, tu vends un appartement, ou je sais pas, moi, tu vends une voiture, voilà, tu vends une voiture, et en gros... la voiture, tu t'attends, vraiment au hasard, hein, tu t'attends à ce que y ait, je sais pas moi, la clim ou des sièges en cuir, et tu te rends compte que finalement, tu reçois une voiture qui n'a pas de siège en cuir ou qui n'a pas de climatisation. Enfin, c'est une erreur. Et du coup, c'est un vice de consentement, parce que toi, tu as donné ton accord pour un produit et tu n'as pas ce produit-là. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'erreur. On s'est trompé sur l'objet essentiel du contrat, ok? Sur un élément essentiel du contrat. Ça, c'est la première chose. Le dol, c'est exactement la même chose, sauf que, je vais le mettre en rouge, tu vas comprendre pourquoi. C'est qu'en fait, c'est un monsieur qui te dit, si, je vous jure, ou une dame, hein, peu importe, si, je te jure, hein, t'inquiète pas, les sièges, ils sont en cuir, promis. Et en fait, il savait qu'il n'y avait pas des sièges en cuir. La différence entre l'erreur et le dol, c'est que l'erreur, c'est une erreur, donc on n'a pas fait exprès, alors que le dol, c'est provoqué par par le co-contractant, en fait. Il a délibérément menti sur l'élément du contrat, d'accord? Sur un élément du contrat, ok? Là, en l'occurrence, les sièges, d'accord? Donc, le dol, c'est comme l'erreur, sauf que le dol, c'est voulu, ok? Et la violence, enfin, la violence, t'imagines, hein, je viens avec, je sais pas moi, avec des gars costauds et je dis, tu vas m'acheter ma voiture, sinon, tu vas passer un mauvais quart d'heure, d'accord? Donc c'est la violence. Donc là, le consentement, il est pas libre, d'accord? On a forcé la personne. Il y a une contrainte qui s'exerce sur la personne, d'accord? Et du coup, ça entraîne la nullité du contrat, ok? Donc voilà pour les vices de consentement. Je pense que pour ce chapitre-là, on peut s'arrêter là. On peut peut-être dire rapidement quelque chose, c'est le droit de la rétractation. Alors, tac, je te laisse. Hop. Alors juste une chose, vas-y, regarde le tableau, regarde. Hop là, quels sont les vices de consentement? Il y en a 3. Je te laisse 5 secondes où tu m'en poses et puis tu essayes de me les donner. Alors je peux pas entendre, mais bon, je te les remets. Le dol, l'erreur et la violence, ok? Alors, on va juste parler de quelque chose rapidement, c'est le droit à la rétractation. Alors, le droit à la rétractation, qu'est-ce que c'est? C'est en gros un droit qui permet au consommateur d'annuler son engagement, en fait, d'accord? Donc ça permet d'annuler l'engagement du consommateur, ok, sans avoir à se justifier, c'est ça qui est important, sans justification, d'accord? Donc voilà, ça le droit à la rétractation, voilà, je t'en parle rapidement. En gros, pour les contrats conclus à distance, par exemple, si tu achètes en ligne, tout ça, c'est un délai de 14 jours. Hein, c'est-à-dire qu'on a le droit de se rétracter dans une période de 14 jours lorsque le contrat est conclu, donc lors de ton achat, d'accord? Et puis voilà, je pense que c'est tout pour ce chapitre-là, d'accord? Alors, on va voir ensemble, on va continuer. J'espère que c'est clair hein, pour l'instant. Du coup, on va essayer de faire ensemble un petit test, d'accord? Comme ça, tu vois si t'as compris à peu près ce chapitre-là, d'accord? Je vais pas pouvoir le faire pour tous les chapitres, mais on va le faire ici. Alors, petite mise en situation, on va voir si si ça a été pour toi, d'accord, la compréhension. S'il te plaît, je vais
proposer une question qui est assez subtile, on va en parler. Alors, Étienne Dubas et Élise Parquet sont entrés en contact via le site leboncoin.fr. Ils se sont rencontrés à Aix-en-Provence, ou en province, je sais pas, et on conclut le contrat ci-dessous. Donc, c'est une voiture, d'accord, ça concerne une voiture. Quelques mois après la conclusion du contrat, Élise a été informée par son garagiste que le compteur du véhicule acheté avait été trafiqué et que le véhicule avait roulé près de 100 km. Donc, le contrat, c'est quoi? C'est sur une voiture, d'accord? Donc je te le donne ici, donc c'est une voiture, 9000 euros, d'accord, 9000 euros, 36 000 km, voilà, 36 000 km, c'est une Nissan essence manuelle, et le modèle c'est la Juke, je sais pas comment ça s'appelle, et c'est une 1,6 litre, ok, 1,6 litre, voilà. Donc voilà pour la voiture en question. Alors moi je te pose une question toute simple, dans un premier temps, et je te laisse le temps de la réflexion. Est-ce que le contrat, le contenu du contrat est valide? C'est la question que je te pose. Est-ce que le contenu du contrat est valide? Alors le contenu, on a un autre terme, c'est l'objet. D'accord, on a vu ça tout à l'heure. L'objet du contrat. Si tu as besoin de revenir précédemment dans la vidéo, pas de problème. Simplement, je te pose la question. Est-ce que le contenu, l'objet du contrat est valide? Et je te laisse réfléchir à ça. Ok, alors moi je reprends, je continue, tu mettras pause ou pas, bref, passons. Là, il faut bien comprendre la question. On parle de l'objet, du contenu du contrat. Et qu'est-ce qu'on a dit sur l'objet tout à l'heure, le contenu? Il doit répondre à deux conditions. L'objet, il doit être licite et il doit être certain. Est-ce qu'ici, une voiture, c'est licite dans l'absolu? Bien sûr, une voiture, on a le droit de vendre une voiture. Donc, c'est licite. Et est-ce qu'ici, l'objet est certain? Bah oui. Là, le garagiste voulait vendre, ou je sais plus qui, Étienne ou Élise, peu importe, enfin c'est Étienne dans le cas, veut vendre une voiture. Élise a reçu une voiture. On est certain que l'objet du contrat, le contenu du contrat, est licite, puisqu'il s'agit d'une voiture et que il ne s'agit pas d'un rein, d'une arme ou je ne sais quoi, ou de substances illicites, et qu'il est certain parce qu'il s'agit bien d'une voiture. Ok? Donc faites attention à la formulation des questions. Je vous pose une deuxième question. Est-ce que le contrat est valide? Là, on ne parle pas du contenu du contrat ou de l'objet du contrat, on parle du contrat. Est-ce que le contrat est valide? Je vous laisse mettre pause et moi, je vais répondre à ça. On a vu ensemble que le contrat, il devait avoir plusieurs conditions de validité, d'accord? Donc les conditions de validité du contrat, il y en a plusieurs. Il y a le consentement, il y a la capacité et il y a l'objet licite et certain, d'accord? C'est bon? Ici, la capacité, on n'a pas d'indication, mais on considère que Étienne et Élise sont adultes, ok? Et qu'ils n'ont pas de problème particulier, d'accord? Bref, passons. Ou une incapacité plutôt, on va appeler ça comme ça, ok? L'objet, on a vu qu'il était licite puisqu'il s'agit d'une voiture et qu'il était certain. Le consentement, est-ce que Élise a donné son consentement pour une voiture de 36 000 km? Oui, mais est-ce qu'elle a donné son consentement pour une voiture dont le compteur avait été trafiqué? Non. Donc ici, on a bien un vice de consentement. Et de quel vice il s'agit? Je vous rappelle qu'il y en a trois. Il y a le dol, l'erreur et la violence. Est-ce que ici, Élise a été contrainte d'acheter cette voiture? Non. Donc la violence, on peut l'exclure. On va le mettre en, je sais pas moi, en gris. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une erreur? Moi, je pense pas. Pourquoi il s'agit pas d'une erreur? Parce que le compteur a été trafiqué. S'il a été trafiqué, c'était une manipulation qui était délibérée. Et donc ici, on est bien en présence d'un vice de consentement, à savoir le dol, puisque le compteur a été trafiqué. Et donc, à la réponse, le contrat est-il valide? On peut affirmer que non, le contrat n'est pas valide. Mes chers élèves, je ne rentre pas dans l'argumentation juridique parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Si j'ai le temps, je vous en ferai une sur l'argumentation juridique. Simplement, voilà, là, je vous montre une démonstration simplement pour m'assurer que le cours précédent a bien été compris. J'espère que ça va. Du coup, on passe au chapitre suivant tout de suite. Alors, chapitre 2 du thème 5, l'exécution. Waouh!
Oh mon Dieu, du contrat, voilà. Alors, pareil, là, je vais pas vraiment m'attarder dessus. Simplement, on a vu dans le chapitre précédent que un contrat formé à ce qu'on appelle créer des obligations contractuelles, d'accord, et que les parties sont obligées d'exécuter ce contrat-là, c'est ce qu'on appelle la force obligatoire du contrat, d'accord, mais que des fois, on peut avoir des inexécutions du contrat, d'accord. Je vous donne un exemple très concret, par exemple, on parlait de forfait téléphonique, vous ne payez pas votre forfait, d'accord, ou alors, je ne sais pas, votre fournisseur de réseau ne vous fournit pas le réseau qu'il est censé vous fournir, ok. Donc, dans ce cas-là, on est en présence, pardon, d'une inexécution, ok, et en cas d'inexécution, il y a plusieurs conséquences, plusieurs sanctions, si je puis dire, qui sont prévues. Je vais pas pouvoir vous les expliquer parce que là, vraiment, déjà, là, ça fait 20 minutes et j'ai pas envie de faire encore une fois une vidéo trop longue. Simplement, je vous les donne et je vous laisse retourner dans vos cours simplement pour essayer de vous rafraîchir la mémoire. Donc, on a ce qu'on appelle la mise en demeure, d'accord. Mais je suis sûr que ces termes-là vous disent quelque chose parce que, voilà, ça a été vu en cours. Ensuite, on a l'exception d'inexécution, d'accord. L'exception d'inexécution, ok. Ensuite, on a la résolution et ensuite, on a la résiliation, d'accord. Donc, du coup, ça, la mise en demeure, en fait, j'ai envie de vous les expliquer, hein, mais... Vous savez quoi? Regardez, on va faire un truc. Si vraiment c'est très compliqué pour vous, j'allais dire c'est du chinois, mais j'ai fait une licence de chinois. Si c'est vraiment compliqué pour vous de comprendre ces termes-là, mais s'il vous plaît, retournez dans vos cours et dans vos synthèses avant, je vous les explique, d'accord, en commentaire. Sinon, on peut passer à autre chose. Mais simplement, lorsque les obligations du contrat ne sont pas respectées, il y a ces 4 conséquences-là, d'accord, qui peuvent être invoquer la mise en demeure, l'exception d'inexécution, la résolution ou la résiliation. Résiliation, d'ailleurs, vous savez très certainement ce que c'est. C'est des termes qui peuvent faire peur, mais franchement, c'est pas compliqué. Simplement, voilà, je vous dis, je passe à la suite, mais si vous devez retenir quelque chose du chapitre 5.2, c'est ceci, d'accord? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin que je vous explique ça par écrit, ok? Du coup, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la suite. Alors, tac. Hop. Ok. Alors, j'espère que ça va, tout le monde. On va passer au thème 6 et puis on va voir ensemble le dommage et notamment le dommage réparable. D'accord? Alors, je vais pas vous mentir, à titre personnel, je trouve... Alors, c'est discutable, hein, mais je trouve que c'est un thème qui peut souvent revenir dans les sujets qui sont proposés au baccalauréat. Alors, je dis pas que les autres ne le sont pas. C'est pas vrai, on a des choses sur le contrat, on a des choses sur la société. Mais le dommage, véritablement, il faut absolument que vous maîtrisiez ces différents chapitres et vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Simplement, voilà, ça demande une petite gymnastique, d'accord, qu'on va voir ensemble. Alors, on va voir rapidement la classification des dommages. Donc, on a différents types de dommages. J'insiste bien, si vous pouvez utiliser des termes juridiques dans votre copie, il faut pas s'en priver, d'accord? Ça prouve votre connaissance et ça prouve aussi votre préparation. Et nous, ce qu'on aime bien quand on corrige le baccalauréat, c'est d'être face à une copie qui emploie des termes scientifiques, d'accord? Donc là, vous n'hésitez pas, pardon, à mettre le paquet sur les termes que vous avez, d'accord? Plutôt que de parler d'une blessure, on va parler de un dommage physique, d'accord? Ou dommage même corporel, d'accord? Ok? On peut parler également de dommages, je sais pas moi, dommages financiers par exemple, d'accord, pour, je sais pas moi, une perte d'argent, un préjudice ou autre, préjudice financier. Ensuite, on peut parler de, je sais pas moi, de dommages moraux par exemple, d'accord, et également de dommages matériels, ok. Donc déjà, si vous avez cette classification-là en tête, c'est pas mal du tout, d'accord. Si vous savez différencier ces différents types de dommages, c'est pas mal du tout. Donc du coup, dommage, je sais pas, moi je vous donne un exemple très concret, hein, je fais un accident de scooter et je me blesse à la jambe, et puis mon scooter il est cassé, donc dommage physique, je me blesse à la jambe, d'accord, on va parler plutôt de dommage corporel,
c'est mieux. Ensuite, dommage financier, mon scooter, je vais devoir le réparer, même si bon, il y a les assurances, tout ça, mais mon jean, il est craqué, c'est pas pris en charge par l'assurance, donc je perds de l'argent, c'est un peu dommage. Dommage moral, j'ai eu peur, et psychologiquement, c'est dur maintenant de reprendre le scooter. Enfin, dommage matériel, mon scooter, quoi, et quand même, en plus, mon portable, il s'est cassé pendant l'accident. Enfin bref. Donc, je pense que c'est bon pour ces différents dommages. Maintenant, on va parler rapidement du dommage patrimonial et du dommage extra-patrimonial. Pareil, rien de compliqué, mais au moins, vous savez de quoi on parle si jamais extra-patrimonial, si jamais ça tombe dans un sujet ou autre. Alors, je sais pas pourquoi il m'a fait un... Ouais, j'ai envie de le mettre en un mot, enfin bref. Alors, le dommage patrimonial, simplement, il est évaluable en argent, ok ? Et le dommage extra-patrimonial, il n'a pas de valeur marchande, d'accord, de valeur marchande, n'a pas de valeur marchande, ok. Donc du coup, voilà, vous retenez cette définition-là. Attention, il va se passer quelque chose, hop, hop, et voilà. Donc du coup, ici, par exemple, mon dommage là, je me fais un accident, enfin on me percute. Du coup, dommage financier, j'ai perdu mon portable. Ça va être quoi? Ça va être patrimonial ou extra patrimonial. Je remets ici. Dommage patrimonial, extra patrimonial. Alors, on a dit que c'est évaluable en argent, d'accord? Alors c'est très facile, hein. Il y a un moyen mémotechnique et non évaluable en argent, d'accord? En argent. Il y a un moyen très facile ici, c'est que patrimonial, ça commence par le prix. Ça commence par le P comme le prix, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est évaluable en argent, d'accord? Patrimonial, évaluable en argent, ok? Du coup, je sais pas, moi par exemple, là, je fais un accident de scooter, mon scooter et mon téléphone, d'accord? Donc ici, le dommage financier, là, et le dommage matériel. Du coup, on est dans un dommage patrimonial. Et enfin, quand même, c'est compliqué de reprendre le véhicule et ma jambe, quoi, quand même, c'est extra patrimonial parce que c'est non évaluable en argent, d'accord? C'est bon tout le monde? Ok, on enchaîne. Alors, le dommage, on peut demander réparation. Le dommage peut être réparable sous 4 conditions, d'accord? C'est-à-dire que si par exemple, dans une copie, on vous demande un tel a subi un dommage, est-ce qu'elle peut réclamer réparation? Alors quelle est l'argumentation juridique d'un tel? C'est une personne qui a subi un dommage. D'accord, une personne a subi un dommage, par exemple, voilà, l'accident de scooter, et on vous dit, est-ce qu'elle peut prétendre à une réparation? Elle peut prétendre à une réparation si et seulement si les 4 conditions sont remplies. Alors, je vous les donne, on fait comme tout à l'heure, je vais vous les donner. Hop, on va mettre ça en paume. Alors, on va mettre ça comme ça. Alors, je vous donne les conditions et on en parle juste après. La première condition, c'est personnel, direct, certain, et personnel, direct, certain et légitime. Voilà. Alors, la première condition, c'est que le dommage doit être personnel. La deuxième condition, c'est qu'il doit être direct, certain et légitime. Donc, on va voir ensemble ce que ça veut dire tout ça, d'accord? On va commencer par personnel. Personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que je sois la personne sur le scooter, mon téléphone portable tombe et casse. C'est bien mon téléphone portable à moi, d'accord? Est-ce que un ami à moi a le droit de venir et dire j'ai cassé mon téléphone portable aussi, du coup la personne qui a causé ton accident, elle va payer mon téléphone portable. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Non, il n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que le dommage est personnel pour pouvoir être réparable. Or là, il n'y a que moi qui puisse réparer mon téléphone portable, d'accord? Donc le dommage doit être personnel, ok? Mon téléphone portable a été cassé lors de l'accident. Une personne en dehors de l'accident n'a pas le droit de prétendre pouvoir réparer le téléphone portable, d'accord? Donc personnel, un tiers ne peut pas prétendre à la réparation, ok? Un tiers, c'est une personne extérieure, ok? Ensuite, il doit être direct. Alors, direct, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est bien l'accident qui a causé le dommage, d'accord? Donc, c'est une conséquence. Donc, le dommage est une conséquence de
On va dire là, dans ce cas-là, l'accident, d'accord? Même si on va parler du fait générateur plus tard, mais là, on parle de l'accident, ok? Pour simplifier. Je vous donne un exemple. Je casse mon téléphone un jour, d'accord? Plus tard, on va dire. Et je peux pas dire, aller voir en justice et dire, ah, au fait, 2 jours après, j'ai cassé mon téléphone portable, mais quand même, hein, ou alors, plus simple, j'ai un téléphone portable cassé dans ma poche, et je dis, bah, c'est à cause de l'accident, alors qu'il était déjà cassé. C'est pas une conséquence directe. Donc là, le dommage n'est pas réparable. En plus, c'est malhonnête, c'est pas bien. Mais le dommage, pour être réparable, il doit être la conséquence de, là, on va dire l'accident. D'accord? On verra ça en détail plus tard pour le fait générateur. Enfin, certains, qu'est-ce que ça veut dire? Le dommage doit exister. Vous pouvez pas dire, écoute, demain, je vais prendre ma voiture et je pense que je vais risquer de faire un accident. Donc, je pense que je vais avoir un dommage, donc tu vas réparer mon dommage déjà là. Non, on peut pas dire ça. Le dommage doit être certain d'exister, d'accord? On peut pas émettre une hypothèse sur un dommage futur ou autre. Je vous donne un exemple très concret. Vous avez une maison dans un endroit, vos parents ont une maison dans un endroit, du coup à côté il y a une entreprise qui fait du bruit. Vous pouvez pas dire j'ai subi un dommage parce que la maison elle a perdu de sa valeur à cause de l'entreprise qui fait du bruit toute la journée. Vous n'avez pas encore vendu votre maison, donc vous n'êtes pas certain que le bien immobilier a perdu de sa valeur, d'accord? Donc le dommage doit être certain, il doit exister, ok? Et enfin légitime. Alors, on ne doit pas faire quelque chose qui est contraire à la loi. Je vous donne un exemple très concret. Alors, c'est un exemple un petit peu tiré par les cheveux, mais au moins vous allez comprendre. Imaginez que, je sais pas moi, il y ait quelqu'un qui braque une banque, d'accord? Oh là là, ça fait mal aux yeux ça. Quelqu'un qui braque une banque, d'accord? Et du coup, il se fait menotter, plaquer au sol, tout ça, d'accord, ok? Il peut pas dire ah j'ai trop mal à l'épaule, du coup c'est un dommage physique et il est réparable parce qu'il est personnel, direct et certain. Ouais, mais c'est pas légitime, c'est pas licite, d'accord? Ce n'est pas licite, c'est-à-dire que là tu es en train de commettre une action qui était illicite, à savoir braquer une banque. Donc tu peux pas prétendre à un dommage réparable si tu étais en train de commettre une action illicite, d'accord? Donc voilà les 4 conditions du dommage réparable. Je répète, si au baccalauréat on vous dit oui, en gros est-ce qu'un tel peut obtenir la réparation, ou alors quelle est l'argumentation juridique d'un tel, et que en l'occurrence là il s'agit d'un cas avec un dommage, tout ça, les 4 conditions. Si les 4 conditions sont réunies, là le dommage est réparable. Si une seule des conditions n'est pas présente, alors le dommage est irréparable. Ok? Et puis 2 choses à dire sur la réparation. Alors attendez, on va faire un petit truc. Attention. Hop là. Vous mettez pause et vous essayez de me donner, pardonnez-moi, les 4 conditions du dommage réparable. C'est parti. Bon, moi je continue, d'accord, mais les 4 conditions les voici. Et enfin, il y a 2 types de réparation. La réparation en nature et la réparation par équivalent. Alors la réparation en nature, qu'est-ce que c'est? C'est en fait c'est le fait de remettre matériellement les choses dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant, d'accord? Donc portable cassé là, ou portable ou scooter cassé, d'accord? Je sais pas moi, on va dire les portables cassés, d'accord? Là en l'occurrence, il est clairement possible de remettre le portable à neuf, d'accord? Donc portable nouveau, d'accord? Par contre, si moi, j'en sais rien, moi, la jambe, là, elle a frotté au sol comme pas possible, et que ma jambe, voilà, je peux pas la retrouver. D'accord, on va dire que j'ai un accident vraiment très très grave et que je vais plus pouvoir avoir l'usage de ma jambe. Est-ce qu'il peut me payer une jambe? Non, il peut pas me payer une jambe. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer le préjudice subi. D'accord? On va évaluer le préjudice et on va me donner une somme équivalente qui devra couvrir le dommage, à savoir les soins et puis le préjudice moral, d'accord? Donc voilà, il y a 2 types de réparation, soit une réparation en nature ou soit une réparation par équivalent, ok? Est-ce que ça va jusque là pour ça? Ouais, j'espère que ça va, hein. Je sais que ça fait beaucoup de choses, on va vraiment à l'essentiel. Il y a certainement plein de choses à dire ou des précisions. Si des fois je suis
ça manque de précision, bah désolé, c'est un exercice aussi qui est pas évident d'enchaîner comme ça. Mais voilà, j'espère que ça c'est clair pour vous. Du coup, si c'est clair, on va pouvoir passer au chapitre suivant. Mais avant ça, je vais vous donner un petit exercice. Ok? Alors, je vais vous donner un petit exercice maintenant. Comment je peux faire ça? Ok. Alors, imaginez que je vous donne un petit exercice. Donc, vous prenez le train, d'accord, pour un rendez-vous sur Paris, d'accord, pour un travail. Je sais, ça avait beaucoup de pour, mais bon, passons. Le train arrive en retard. Non, pire, le train est annulé, d'accord, c'est voilà, il n'y a pas de train, d'accord. On va dire il n'y en a qu'un. Train est annulé. Du coup, vous ratez votre rendez-vous. Hein. Vous ratez votre rendez-vous. Et du coup, bah, le travail vous passe sous le nez. Est-ce que ce dommage est réparable? Oui ou non? Je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir. Mettez pause. Et moi, je corrige ça maintenant. Alors, dans ce cas-là, on va se poser la question. Est-ce que les 4 conditions du dommage réparable sont réunies? Alors, première, est-ce que le dommage, en l'occurrence là, est personnel? Bah oui, c'est bien vous qui êtes victime du dommage. C'est bien vous qui n'avez pas pu vous rendre à votre rendez-vous à cause de l'annulation du train. Donc il est personnel, ok. Est-ce qu'il est direct? Bah oui, c'est bien parce que le train a été annulé que vous n'avez pas pu vous rendre à votre rendez-vous. C'est bien une conséquence directe qui a créé le dommage, d'accord? Donc il est direct. Est-ce qu'il est certain? Bah oui. Ah oui, vous avez bien raté votre rendez-vous et le train a bien été annulé. Donc il est certain. Et est-ce qu'il est légitime? Pardonnez-moi. Bah oui, il est légitime. Vous n'avez pas commis d'acte illicite. Donc il est légitime. Ok? Et donc là, conclusion, le dommage est réparable. Ok? Est-ce que ça va jusque-là? Si ça va, on passe au chapitre suivant, à savoir les régimes de responsabilité. On passe au chapitre suivant, les différents régimes de responsabilité. Alors, on a parlé tout à l'heure de ça un petit peu. On a 2 types de réparation. Je vous le redonne ici. Donc, on a la réparation en nature et par équivalent. D'accord? Et du coup, on va voir ensemble la responsabilité civile et comment mettre en œuvre la responsabilité civile. En gros, pour faire simple, comment prouver que quelqu'un est responsable d'un dommage. D'accord? La question qu'on va se poser, c'est ça. Comment prouver que quelqu'un est responsable d'un dommage? Et du coup, pour ça, il faut mettre en place, il faut prouver, 3 conditions. D'accord? Comment on prouve que quelqu'un est responsable? On a besoin de réunir 3 conditions. La première condition, c'est qu'il faut un fait générateur. D'accord? Ensuite, on a besoin d'un dommage. Et ensuite, on a besoin, vous savez peut-être, un lien de causalité. Ok? Alors, le fait générateur, qu'est-ce que c'est? On va faciliter. C'est une faute. D'accord? Fait générateur, qu'est-ce que c'est? C'est une faute. C'est l'action ou la cause qui a entraîné le dommage. D'accord? Le dommage, vous savez ce que c'est. Et enfin, on a le lien de causalité. Alors, on va faire quelque chose de très simple. Voilà. Hop. Je vous donne un exemple très concret. Hop, on va mettre ça en rouge et on va mettre ça aussi en rouge et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Imaginez que y a un jardinier qui vient de faire mon jardin. D'accord? Il y a un jardinier qui vient de faire mon jardin. Et du coup, on est ensemble, on papote tout ça. Lui, il est sur une échelle en train de tailler des feuillages, tout ça. Il est un petit peu en hauteur. Et il fait tomber un ustensile dont il a besoin. D'accord? On va dire, un sécateur. Il fait tomber un sécateur. Il tombe sur ma tête. Et moi, du coup, je saigne à la tête. D'accord? Le fait générateur, la faute, c'est quoi alors en l'occurrence? C'est quoi la faute? La faute, c'est que le jardinier a fait tomber le sécateur. D'accord? Donc c'est
le jardinier qui a commis la faute, d'accord? Il a fait tomber l'appareil, l'ustensile pour couper les feuilles. Le dommage, c'est quoi? Le dommage, c'est que ma tête, elle saigne, d'accord? Donc c'est un dommage, on va dire corporel, ok? Et le lien de causalité, et écoutez bien, lien de causalité, c'est bien A qui a entraîné B. Ça veut dire quoi? C'est bien la faute du jardinier qui a entraîné mon dommage. C'est ça le lien de causalité, d'accord? Donc c'est bien la faute du jardinier qui a entraîné le dommage, ok? Donc du coup, pour comment dirais-je, invoquer pour prouver que quelqu'un est responsable d'un dommage, il faut absolument ces trois conditions-là, d'accord? Si par exemple on vous demande une argumentation juridique sur un fait, sur un cas, et que votre but c'est de prouver qu'un tel est responsable, d'accord? Et ben dans ce cas-là, vous devez réunir ces trois conditions-là, d'accord? Alors on va se faire un autre exemple rapidement. Imaginez que je prenne votre téléphone portable et que je le fasse tomber et qu'il est cassé. Donc je vous laisse quelques secondes. Quel est le fait générateur? Quel est le dommage? Et donnez le type de dommage. Et quel est le lien de causalité? Je vous laisse mettre pause. Alors je corrige ça tout de suite, hein. Donc autre exemple, je casse votre téléphone portable. Alors le fait générateur, qu'est-ce que c'est ou la faute? C'est que je fasse tomber le téléphone, d'accord? Le téléphone tombe, ok? Faire tomber le téléphone. Le dommage, il s'agit d'un dommage matériel dans ce cas-là, puisque je casse votre matériel. Et le lien de causalité, c'est bien le fait de faire tomber votre téléphone qui l'a cassé. Et d'ailleurs, on peut même aller un petit peu plus loin. Est-ce que ce dommage est réparable? Alors, on a vu les 4 conditions du dommage réparable tout à l'heure. Est-ce que c'est un dommage qui est certain? Ah oui, j'ai bien cassé votre téléphone portable. Est-ce qu'il est direct? Bah oui, c'est bien mon action, ma faute qui a entraîné le dommage matériel. Est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il est licite? Bah oui, il est licite. Et est-ce qu'il est personnel? Bien sûr, c'est bien vous qui avez subi ce dommage-là. D'accord? J'espère que ça va jusque-là. Du coup, on va passer au chapitre 6.3. Alors oui, c'est vrai que sur ce chapitre-là, il y a les différents types de responsabilités. Alors, je vais simplement vous les donner, mais je suis désolé, je vais passer à la suite, parce que ça, ce sont des choses que vous pouvez trouver facilement sur le net avec 2-3 clics. Donc, on a la responsabilité du fait personnel, on a la responsabilité du fait des choses, on a la responsabilité du fait d'autrui. Ensuite, on a la responsabilité du fait des animaux. Et ensuite, on a... ensuite, c'est déjà très bien. On va pas... voilà, si déjà ça, vous arrivez à vous dépatouiller avec ça, c'est très très bien. Encore une fois, je n'insiste pas là-dessus. Pourquoi? Parce que je considère que c'est des choses que vous pouvez vraiment trouver assez facilement. Mais voilà, ok. Donc je vous laisse retourner dans vos synthèses si vous avez besoin de retrouver ces choses-là et d'approfondir ces choses-là. Et puis moi, je passe au chapitre suivant. Alors, 6.3, les moyens d'exonération. Chapitre vraiment intéressant. Franchement, je fais une petite parenthèse, hein, je me permets, mais le programme de droit éco en STMG, je me lasserai jamais de l'enseigner. Je le souhaite. Alors exonérer sa responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire? On va donner une définition très très simple. Alors exonérer, s'exonérer, c'est s'exonérer, voilà, c'est être déchargé, d'accord? On va pas être déchargé de sa responsabilité, d'accord? C'est-à-dire que finalement, je suis responsable et d'un coup, je suis plus responsable. On va voir comment, d'accord? Et on va voir qu'en fait, il y a différents moyens d'exonération. Je vais essayer de vous donner un exemple pour chacun des moyens, mais il y a 3 moyens d'exonération, je vous les donne maintenant. Alors, il y a 3 moyens d'exonération, d'accord? Donc, il y a la force majeure, le fait d'un tiers et la faute de la victime, ok? Je vais vous donner un exemple pour les 3. Simplement, il y a des conditions. Alors, les conditions pour la force majeure,
Elles sont au nombre de 3, et d'ailleurs on peut les retrouver aussi pour le fait d'un tiers et la faute de la victime, et je vais vous les donner là. Alors, il s'agit d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Alors, je vous donne un exemple très concret. La force majeure, qu'est-ce que c'est? C'est, je ne sais pas si vous avez passé le code, d'accord, pour certains, mais en gros, lorsque, par exemple, vous êtes en présence d'un camion, normalement, vous n'avez pas le droit de rouler sur le trottoir. Si un camion bloque le passage et que vous n'avez pas le choix que de rouler sur un trottoir, eh ben on va invoquer la force majeure. C'est-à-dire que la force majeure vous oblige à faire une chose que d'habitude vous n'avez pas à faire. D'accord ? Là, le sens de la force majeure, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement exceptionnel en fait, auquel on ne pouvait pas faire face. Cet événement, il doit être extérieur, c'est-à-dire qu'il doit être indépendant de la volonté de l'auteur. D'accord ? Il doit être indépendant de sa volonté, ok ? Il est imprévisible, je n'ai pas besoin de vous expliquer, on ne pouvait pas le prévoir, d'accord ? Et il est irrésistible, c'est-à-dire qu'on ne peut le surmonter. On ne peut le surmonter. Et je vous donne un exemple très concret. Imaginez, vous devez prendre l'avion et il y a une éruption volcanique. D'accord ? Vous êtes sur une île et il y a une éruption volcanique. Du coup, l'avion ne peut pas décoller. Du coup, vous devez attendre. Et la compagnie vous dit, mais moi, j'ai pas à vous rembourser parce qu'il s'agit d'une force majeure. Et là, vous posez la question, comment ça, une force majeure? Et la compagnie vous dit, bah oui, un volcan qui entre en éruption, c'est extérieur, c'est indépendant de ma volonté. Moi, je ne peux rien faire. C'est imprévisible. On n'était pas au courant que ça allait arriver. Voilà, c'était là. Et également, c'est irrésistible. Que puis-je faire contre ça? Absolument rien. Et du coup, la compagnie, on a déjà eu des cas comme ça, de compagnies aériennes qui invoquaient la force majeure pour expliquer aux clients qui devaient prendre l'avion qu'elle n'avait pas à les rembourser parce qu'on est dans le cas d'une force majeure. D'accord ? Donc la force majeure, les 3 conditions, retenez bien ça pour pouvoir invoquer la force majeure. Il s'agit d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. D'accord ? Extérieur, indépendant de la volonté de l'auteur, imprévisible, on peut pas le prévoir, et irrésistible ou insurmontable, si vous voulez, d'accord ? Insurmontable, ok, c'est pareil, mais on peut pas le surmonter, ok ? Alors, on a un deuxième moyen d'exonération, c'est ce qu'on appelle le fait d'un tiers. Le fait d'un tiers, qu'est-ce que c'est ? Alors, il doit aussi remplir les 3 conditions de la force majeure pour pouvoir être applicable. Donc du coup, je vous donne un exemple très concret, le fait d'un tiers. Imaginez, vous avez commandé chez Amazon, d'accord ? Et puis, il y a un sous-traitant qui doit vous livrer. C'est-à-dire que la personne là qui vient vous livrer à la maison, c'est pas Amazon, c'est un sous-traitant, d'accord ? Et du coup, vous n'avez pas votre colis. Vous n'avez pas votre colis. Et du coup, là, vous appelez la société, là, vous dites, moi, j'ai pas mon colis, tout ça. Et elle vous explique que Amazon ne lui a pas livré son colis, enfin votre colis. D'accord ? Donc en gros, vous avez un colis Amazon, d'accord ? Vous commandez sur Amazon. Amazon doit l'envoyer à la société de livraison, qui doit l'envoyer à vous. D'accord ? Sauf que, il doit arriver chez vous. Sauf que, vous appelez la société de livraison et vous dites, ah non, mais c'est inadmissible. Moi, j'attends que vous me livriez mon colis. Et la société de livraison vous dit, non, c'est pas de ma faute. C'est Amazon qui m'a pas envoyé le colis. Et donc là, la société de livraison ne peut être responsable. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit du fait d'un tiers. C'est-à-dire que ce n'est pas de sa faute à elle, mais c'est la faute d'un tiers. En l'occurrence ici, Amazon. D'accord ? Donc lorsque on veut engager la responsabilité de quelqu'un, mais que la faute est causée par le fait d'un tiers, cette personne-là peut invoquer l'exonération. D'accord ? Elle n'est pas responsable, puisque c'est pas elle qui a commis la faute. Ok ? C'est bon jusque-là ? Donc, pour pouvoir être applicable, il faut les trois conditions de la force majeure, à savoir extérieur, imprévisible et insurmontable ou irrésistible. C'est-à-dire que là, la société de livraison va vous dire, mais moi, c'est pas ma volonté, c'est Amazon en fait. Moi, j'y suis pour rien. Et puis, vous savez quoi ? Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient me livrer mon colis. Vraiment, c'était pas prévu. D'habitude, ils sont à l'heure et tout ça. Et franchement, je suis désolé, mais je peux rien faire. Moi, j'ai pas arrêté de les contacter, tout ça. Ils veulent rien savoir.
Ok? Donc voilà pour le fait d'un tiers. Et enfin, la faute de la victime. En gros, la faute de la victime, clairement, c'est le fait que la victime soit à l'origine de la faute. Je vous donne un exemple. Vous avez un chantier, d'accord, et il y a une piscine dans laquelle il y a des produits chimiques, d'accord, piscine avec des produits chimiques, tout ça, et il est marqué en grand interdiction de se baigner, d'accord, marqué en grand interdiction de se baigner, ok. Hop, voilà, il est marqué en grand interdiction de se baigner, mais il y a une personne qui se baigne. Il y a je sais pas, des adolescents qui se baignent et ils commencent à avoir des plaques et donc du coup, à cause de ça, ils ont un dommage corporel. La personne qui s'est baignée, elle va dire, bah, c'est la société qui est responsable. Pourquoi elle est responsable? Bah, parce qu'on a les trois conditions de la responsabilité. On a bien une faute, ils ont mis des produits chimiques. On a un dommage, c'est mon dommage corporel, et c'est bien à cause de la piscine et des produits chimiques que j'ai ces dommages corporels-là. Donc elle est responsable. Mais là, l'usine de produits chimiques va dire, attendez, c'est pas aussi simple que ça. Moi, j'ai mis un panneau interdiction de se baigner. Et je vous le dis, c'est pas ma volonté que les gens aillent se baigner parce que moi j'ai mis le panneau. En plus, je suis désolé, je pouvais pas le prévoir parce que moi j'ai mis le panneau. Et franchement, je mets un panneau si après des gens vont se baigner, et ben c'est pas de ma faute en fait, moi je peux rien faire, d'accord? Donc la faute de la victime, c'est le fait que la faute soit, enfin le dommage ait été causé par la victime. Donc ça, faut pour pouvoir invoquer l'exonération que les trois conditions de la force majeure également soient réunies, d'accord? Donc pour les moyens d'exonération, j'espère que c'est clair, hein, mes exemples, tout ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez des précisions, mais en gros, on a trois moyens d'exonération, la force majeure, le fait d'un tiers et la faute de la victime, et puis pour prétendre à ces moyens-là, employer ces moyens-là, il faut trois conditions, il faut que ce soit extérieur, imprévisible et insurmontable, d'accord? J'espère que c'est clair, du coup pour le thème 6, voilà, on va passer tout de suite au thème 7. Thème 7, chapitre 1, le contrat de travail. Alors, on va voir plusieurs choses sur le contrat de travail. D'abord, on va voir ce qu'est un contrat de travail. Hop. Alors, le contrat de travail, qu'est-ce que c'est? C'est enfin voilà, une convention dans laquelle vous avez une activité d'un côté et une rémunération de l'autre, mais surtout, ce qui fait l'essence du contrat de travail, on va le voir ensemble. Donc le contrat de travail, il y a trois éléments, d'accord? Il faut absolument connaître ces trois éléments-là. Si on a le temps, parce que là je vois que ça fait déjà quand même 1 heure et je voudrais pas vous alourdir trop, mais on va essayer de voir un exemple ensemble, mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir sur le contrat de travail, c'est qu'on a trois choses. La première chose, trop moche la flèche en fait, c'est une prestation de travail, d'accord, une prestation de travail, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui va travailler, d'accord, que ce soit artistiquement, intellectuellement, enfin voilà, il va donner de son temps pour exécuter la tâche qu'on lui demande, ok. Ensuite, on a une rémunération, la contrepartie. C'est ça, c'est la rémunération, d'accord? C'est-à-dire que en l'échange de la prestation de travail, la personne va recevoir un salaire, d'accord? Une rémunération. Et l'élément essentiel du contrat de travail, c'est celui-ci, le lien de subordination. Qu'est-ce que c'est le lien de subordination? C'est ce qui place le salarié sous l'autorité de son employeur, d'accord? C'est ça l'élément central du contrat de travail. C'est-à-dire que si on vous demande, si on est en présence d'un contrat de travail, il faut véritablement prouver qu'il y a un lien de subordination entre le salarié et l'employeur. Donc il y a un cas qui est assez connu, c'est le cas de Uber. En fait, Uber, il emploie des prestataires, il les appelle comme ça, des prestataires, pour utiliser l'application et du coup, prendre des personnes d'un point A à un point B. Ok. Sauf que ces prestataires-là, est-ce qu'ils sont salariés ou est-ce qu'ils sont indépendants?
Et du coup, ça a été une vraie bataille entre l'URSSAF, qui cadre un petit peu le travail en France, hein, pour faire simple, et Uber, parce que effectivement, si il s'agit de salariés, Uber doit payer des charges sociales sur ces salariés-là. Tandis que s'ils sont indépendants, Uber n'a rien à payer. D'accord? Je vous simplifie au maximum. Et du coup, ça a été une vraie bataille entre les deux là. D'accord? C'était une vraie bataille. Et en gros, c'était quoi l'argument de Uber? L'argument de Uber, c'était, nous, en fait, on propose aux personnes d'utiliser l'application, mais en aucun cas, elles sont liées avec nous par un contrat de travail. Elles ont le statut d'auto-entrepreneur. Et l'URSSAF disait, oui, mais quand même, à partir du moment où vous leur donnez des indications sur comment travailler, sur les tarifs et sur la manière de se comporter avec les clients, c'est bien qu'ils sont sous votre autorité et c'est bien qu'il y a un lien de subordination, d'accord? Et du coup, ça a été une véritable bataille. Alors Uber, il emploie je sais pas combien de budget pour justement trouver des personnes et les défendre juridiquement dans tous les pays dans lesquels ils sont implantés. Mais du coup, ça a été un véritable tollé médiatique et une véritable bataille juridique. Et du coup, ça peut très bien faire l'objet d'un sujet au baccalauréat. C'est-à-dire que là, on a partie A, partie B. En qualification juridique, je sais pas ce qu'on peut vous demander là-dessus, mais en tout cas, tout va tourner autour de ça. Pour Uber, il n'y a pas de lien de subordination. Pour l'URSSAF, il y en a bien un. D'accord? Donc, ce qui fait le contrat de travail, c'est bien le lien de subordination. D'accord? Donc, c'est essentiel. Et c'est quoi? C'est ce qui place le salarié sous l'autorité de l'employeur. Et du coup, cet employeur-là, il a 3 pouvoirs, d'accord? Donc on va voir ça maintenant. Donc les pouvoirs de l'employeur a 3 pouvoirs, d'accord? Je vais vous les donner maintenant. Donc on a, j'espère que c'est clair, hein, le lien de subordination. Je regarde ma montre, ouais, ça commence à faire beaucoup là pour vous, mais bon. Moi je peux continuer jusqu'à demain matin, hein, mais c'est le but, c'est pas, j'aime bien enseigner, donc c'est pour ça que je suis prof. Mais du coup, j'ai pas envie de vous alourdir. Donc on a le pouvoir de direction, on a le pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire. Et je vous explique ça de suite, le pouvoir disciplinaire. Ok, alors, l'employeur a 3 pouvoirs. Donc le premier pouvoir, ça va être le pouvoir de direction. C'est en gros ce qui va lui permettre de donner des ordres, d'accord, pour l'exécution des tâches, ok. On va vous simplifier un maximum. Donc donner des ordres, d'accord, pour effectuer les tâches, pour donner les objectifs à atteindre, tout ça, les conditions de travail, d'accord, c'est relatif aux conditions de travail, ok. Ensuite, le pouvoir réglementaire, c'est ce qui permet d'organiser la vie dans l'entreprise, d'accord, ce qui permet d'organiser la vie dans l'entreprise, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau des horaires, au niveau de ce genre de choses, tout ce qui est relatif à son organisation, ok. Et également, le pouvoir disciplinaire, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui lui permet de sanctionner en cas de manquement, en cas de manquement au respect des pouvoirs réglementaires et ou de direction, d'accord. C'est-à-dire que si le pouvoir de direction et ou le pouvoir réglementaire n'est pas respecté ou ne sont pas respectés, le pouvoir disciplinaire permet à l'employeur de sanctionner. Donc voilà les 3 pouvoirs. Alors attention, il va se passer quelque chose. Attention. Hop là, je te laisse quelques secondes, tu mets pause et tu me donnes les 3 pouvoirs de l'employeur. Et puis j'en profite, est-ce que tu peux me redonner les 3 éléments du contrat de travail s'il te plaît? Tu mets pause, j'aurais dû te le faire tout à l'heure, désolé. Tu mets pause et tu me donnes les 3 pouvoirs de l'employeur. Donc effectivement, c'était une rémunération, une prestation et un lien de subordination, d'accord? Maintenant que c'est dit, on va passer ensemble aux clauses particulières du contrat de travail. Ça sera tout pour ce chapitre-là et c'est déjà pas mal. Les clauses particulières du contrat de travail. Hop, alors, les clauses particulières du contrat de travail, qu'est-ce que c'est? Ce sont des clauses qui ne concernent que les contrats de travail. Il y en a plusieurs. Alors, la première, c'est la période d'essai. Période d'essai. La deuxième, c'est la clause de non-concurrence. Ensuite, on a la clause de mobilité. Et puis, on en a une, elle a été vraiment employée
est exacerbée lors du confinement, c'est la clause de télétravail. Alors la clause de période d'essai, qu'est-ce que c'est? C'est que l'employeur peut imposer une période d'essai à un employé et à un cadre. Alors les périodes sont relatives en fonction du statut du salarié, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose pour un cadre ou pour un employé. Je te donne pas les périodes parce que, encore une fois, j'ai pas envie de t'alourdir. Si déjà tu retiens ça, c'est déjà très très bien. Et de toute façon, on ne demande pas de connaître les périodes par cœur. Ces choses-là seront dans les documents si tu dois les utiliser. Mais la période d'essai, c'est que l'employeur peut juger la capacité d'un employé avant de signer son contrat. D'accord? Ce qu'on appelle la période d'essai. Également, la période de non-concurrence. Alors la période de non-concurrence, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un employeur peut imposer à un employé de ne pas rejoindre une entreprise concurrente dans un temps limité. C'est-à-dire, il peut pas dire si tu me quittes, plus jamais tu vas travailler dans ton domaine avec une autre entreprise. Non, il peut pas dire ça. Mais elle est limitée dans le temps et dans l'espace. D'accord? C'est-à-dire que la clause de non-concurrence, elle impose en cas de départ de ne pas travailler chez un concurrent. Pourquoi? Pour préserver les intérêts de l'entreprise. La clause de mobilité, elle impose à un employé de travailler dans une zone géographique précise. Alors, ça prévoit sa mutation en fait. Alors juste une chose par rapport à ça, il faut absolument définir le périmètre géographique. C'est-à-dire vous n'avez pas le droit de dire tu signes le contrat et attention tu pourras travailler dans toute la France. Vous n'avez pas le droit de dire ça, d'accord? On parle d'une entreprise privée, on parle pas de la fonction publique. Vous n'avez pas le droit de dire tu risques de travailler dans le sud. Non, il faut que ce soit une zone géographique bien définie, d'accord? Par exemple, une région, ça peut être le cas, un département, ça peut être le cas, d'accord? Mais dire vous risquez de travailler dans le sud de la France, c'est pas assez précis. Et d'ailleurs, il y a eu un cas comme ça, d'accord? Et enfin, la cause de télétravail, c'est ce qui permet à un employé de façon volontaire d'utiliser les technologies pour travailler à la maison, d'accord? Donc voilà pour les clauses particulières qu'on retrouve uniquement dans le contrat de travail. Je te laisse mettre pause. Attends, comme ça sera mieux. Attendez plutôt parce que je vous vois mes élèves. Je vous laisse mettre pause et vous essayez de répondre à ça. Et puis moi, je bois une petite goutte d'eau. Donc on a la période d'essai, la clause de non-concurrence, la clause de mobilité et la clause de télétravail. Alors, je vais vous donner une poire. Alors, ouais, ok. Allez, je vous donne une clause. Vous me dites c'est quelle clause et vous me dites si elle est bonne ou pas. Hop. Alors, on va agrandir ça. Tac. Voilà. Monsieur, je sais pas moi, monsieur Minéral, voilà, j'ai une bouteille d'un côté de moi. Monsieur Minéral ne s'engage à ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente de la société pendant une durée de 5 ans et sur le territoire français. Est-ce que pour vous c'est valide ou pas? Alors déjà non. C'est quelle clause? De quelle clause il s'agit et est-ce qu'elle est valide ou pas? Alors il s'agit de la clause de non-concurrence, d'accord? Est-ce qu'elle est valide? Non. On peut pas empêcher une personne de ne pas travailler pendant 5 ans. C'est beaucoup trop important, d'accord? Donc la clause là en question, elle est pas valide parce que la durée, elle est trop importante, d'accord? C'est bon? Voilà, je vais vous en donner une autre et puis après, je vous laisse tranquille. Ok. Alors, la société se réserve le droit de muter Monsieur Minéral dans tout autre établissement de l'entreprise situé en France métropolitaine. On n'a pas dit en France, c'est-à-dire même les îles, non, en France métropolitaine. Est-ce que cette clause, déjà c'est quelle clause? Et est-ce qu'elle est valide ou pas? Alors c'est la clause de mobilité, d'accord? Et non, elle n'est pas valide, parce que située en France métropolitaine, c'est beaucoup trop large. Il aurait fallu proposer une zone géographique précise. Encore une fois, une région c'est possible, un département c'est possible, une ville évidemment c'est possible, France métropolitaine ou le sud, non, ça c'est pas possible, d'accord? C'est bon? Du coup, voilà, je pense que
Je pense qu'on est bien. Donc, voilà pour le contrat de travail. Et ben, je passe au chapitre 7 de courage. Courage à tout le monde. On va parler maintenant de la rupture du contrat de travail. Allez, c'est parti. Écoutez, ça fait déjà beaucoup, je trouve. Ça va être le dernier chapitre qu'on va faire, parce qu'en plus, là, on est en 2022. Et du coup, il y a des choses qu'il ne faut pas voir, notamment la liberté individuelle et collective. Ça va être le dernier chapitre qu'on va faire ensemble, d'accord? Et franchement, déjà là, on a fait pas mal de choses dans un temps très court. Si déjà vous maîtrisez ça, c'est très très bien. Je ferai peut-être une vidéo sur le thème 8 ou pas, je sais pas, ou peut-être que je ferai de l'économie, d'accord? Mais voilà, là, c'était vraiment des choses qu'il fallait absolument voir. Le thème 8 aussi, faut le voir. Ça fallait vraiment le maîtriser. Peut-être que je ferai autre chose plus tard, mais ça commence à faire une vidéo un petit peu longue et j'ai peur que vous perdiez patience et que vous alliez sur TikTok. Donc même si c'est bien TikTok, attention, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, on va essayer de faire ça bien. Donc on peut avoir plusieurs moyens de rompre le contrat de travail. On a les ruptures à l'initiative du salarié et les ruptures à l'initiative de l'employeur. Alors, la première manière de rompre le contrat de travail, c'est ce qu'on appelle la démission, d'accord? Donc, elle n'a pas besoin de justification, simplement elle doit être claire et non équivoque, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir d'ambiguïté, d'accord? Donc voilà, un salarié peut démissionner, il n'y a pas de justification à sa démission, simplement il n'aura aucune indemnité, d'accord? Aucune indemnité versée, d'accord? Pour sa démission, sauf les indemnités de congé payé, bien entendu, mais voilà, retenez qu'il n'y a pas d'indemnité et il y aura aucune allocation chômage, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est pas très intéressant de démissionner pour un employé, mais ça peut être le cas. Et par contre, on a vu ensemble les clauses. Il devra tout de même respecter les clauses imposées au contrat de travail, d'accord? Les clauses du contrat de travail, les clauses particulières au contrat de travail, ok? Donc voilà pour la démission. Ensuite, on a une deuxième manière de rompre le contrat de travail à l'initiative de l'employé, c'est le départ en retraite, le départ à la retraite, d'accord? Le départ à la retraite, donc voilà, c'est une manière aussi de faire. Il peut aussi partir à la retraite avant d'avoir un taux plein. Et pareil, ça doit être clair et non équivoque. Ok. Maintenant, on va voir ensemble les ruptures à l'initiative de l'employeur, d'accord. Hop, voilà, tac, des petites couleurs, j'aime bien. Donc maintenant, on va voir les ruptures à l'initiative de l'employeur. Alors, la première, je vous laisse deviner. Hein, comment ça s'appelle quand un employeur se sépare d'un de ses employés? Le licenciement pour motif personnel. Alors, le licenciement pour motif personnel, c'est quoi? C'est une affaire de comportement, quoi. D'accord, on va faire simple, c'est une affaire de comportement. Et du coup, il faut pour cela une faute qui soit réelle. Il faut une faute qui soit réelle et sérieuse. Qu'est-ce que ça veut dire une faute réelle et sérieuse? Une faute réelle, ça veut dire qu'elle existe, d'accord? Elle existe. Je commence à être, ouais, moi aussi je commence à fatiguer, salut. Donc la cause, la faute, elle doit être réelle, elle doit exister. Et enfin sérieuse, c'est-à-dire que elle met à mal le travail, d'accord? C'est ça, il y a une certaine gravité qui pousse l'employeur à se séparer de son employé, d'accord? C'est quelque chose de sérieux, ok? On dirait t'es sérieux, c'est à peu près pareil, ok? Donc on a différents types de fautes, d'accord? On a différents types de fautes et on en a trois. On a la faute simple, on a la faute grave et on a la faute lourde, d'accord? On a la faute simple, la faute grave et la faute lourde. La faute simple, ça peut être quoi? Ça peut être des erreurs ou des négligences, mais qui sont répétées, d'accord? Donc là, la cause, elle peut être réelle et sérieuse. On va parler de faute simple, mais ça reste une faute. Et ça peut entraîner le licenciement de l'employeur pour faute réelle et sérieuse, ok?
Donc on a la faute simple, ensuite on a la faute grave. Alors la faute grave, qu'est-ce que c'est? Ça va être de l'insubordination, c'est-à-dire qu'on va pas vouloir obéir, on va abandonner le poste, je sais pas, absence injustifiée ou ce genre de choses, d'accord? Donc là on est quand même dans quelque chose de plus plus lourd quand même, enfin plus grave plutôt, voilà, ça porte bien son nom. Et enfin on a la faute lourde. La faute lourde, c'est quoi? C'est intention de nuire à l'entreprise. Par exemple, ça va être sur dégradation de matériel, sur je sais pas moi, atteinte à sa réputation, à la réputation de l'entreprise ou ce genre de choses, d'accord? Donc là, on a une faute lourde. Donc, on a 3 types de fautes, d'accord, je vous le redis, faute simple, grave et lourde. Également, l'employeur peut licencier pour motif économique, c'est-à-dire qu'en fait, il va rencontrer des difficultés où il doit réorganiser son activité, d'accord? S'il rencontre des difficultés économiques ou si il doit cesser son activité, par exemple, ou alors s'il doit réorganiser son activité, tout ça, là, il va devoir se séparer de ses employés. Par contre, il doit proposer des mesures de reclassement, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne peut pas laisser ses employés comme ça, il doit proposer des mesures pour les accompagner, d'accord? Et en cas de licenciement économique, voilà, il est obligé de consulter voilà, les syndicats, ce genre de choses, et les partenaires sociaux, d'accord? Donc voilà, ça peut être un autre type de licenciement, donc on en a 2. On a le licenciement pour faute, pour motif personnel et pour motif économique, ok? Si déjà vous avez les deux, c'est bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, donc je vais récapituler. La rupture à l'initiative du salarié, on a la démission et le départ à la retraite, ok? Ensuite, à l'initiative de l'employeur, on a le licenciement pour motif personnel ou économique. Et enfin, on a un accord entre les deux. Et c'est ce qu'on va appeler la rupture conventionnelle. Et la rupture conventionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est en gros un commun accord, un accord commun d'une rupture de contrat de travail. D'accord? Donc la rupture conventionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que le salarié et l'employeur se mettent d'accord pour rompre le contrat de travail. Ok? Et du coup, voilà. Et du coup, en fait, pourquoi c'est intéressant? Tout à l'heure, on a dit quoi lors de la démission? Lors de la démission, on a dit quoi? On a dit que le salarié, il n'avait pas d'allocation chômage. D'accord? Donc là, ça peut être intéressant pour lui, pour le salarié, de faire une rupture conventionnelle, comme ça il part et puis il y a des aides en partant. Et pourquoi ça peut être intéressant aussi pour l'employeur? Parce que comme ça, il s'assure que le salarié, si il licencie, peut-être qu'il va porter plainte au prud'homme et peut-être qu'il va avoir une affaire en justice. Et du coup, ça protège l'employeur d'éviter d'avoir affaire à la justice et d'éviter une affaire au prud'homme. Donc voilà, par rapport à la rupture conventionnelle, elle peut être individuelle ou elle peut être collective, c'est-à-dire que dans certaines entreprises, l'employeur propose à plusieurs salariés de se séparer d'elle et de partir, de se séparer du personnel, de plusieurs personnes, et de faire ça sur la base d'un commun accord, que les salariés puissent partir avec des allocations et que l'employeur puisse leur proposer quelque chose, une compensation financière ou ce genre de choses. Écoutez, on va s'arrêter là, d'accord? Donc, je vous demande 2 choses. Merci pour votre attention. Je vous demande 2 choses. Allez, je vous demande 3 choses. La première chose, c'est ne lâchez rien. D'accord? Vous ne lâchez rien. Il reste pas beaucoup de temps. Là, je fais cette vidéo, c'est dans 1 semaine. Je fais cette vidéo parce que vu les commentaires, il y en a beaucoup qui sont à la tête sous l'eau et je peux le comprendre. Je vous jette pas la pierre en disant ça, ça peut arriver, mais c'est pas impossible. La deuxième chose que je vous demande, c'est d'y croire. Croyez en vous, d'accord?
Et la troisième chose que je vous demande, c'est si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo. Et puis je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été clair. Si vous voulez des ajouts ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous voulez la même chose en économie, j'espère le faire assez rapidement. Mais en tout cas, il faut que je fasse une vidéo sur la méthodologie de l'argumentation juridique. J'espère avoir le temps de faire ça. Prenez soin de vous, croyez en vous et puis bon courage. Au revoir tout le monde.